du site ou pas. On peut le voir via le taux de rebond dans la SERP, la durée de session, le nombre de pages vues. Voilà, Google aujourd'hui est capable de savoir si le site sur lequel vous êtes allé vous a plu et qu'il a répondu à vos objectifs. Donc, l'expérience utilisateur aujourd'hui est au cœur du référencement depuis plusieurs années, hein, mais Google est en train de le valoriser et nous avons une mise à jour qui arrive. Ça s'appelle Google Page Experience. Hein, vous pouvez taper ça dans Google, vous aurez des résultats qui vont vous en dire un petit peu plus. Google Page Experience, comme son nom l'indique, c'est vraiment orienté pour permettre à Google de comprendre comment un internaute navigue sur les différentes pages d'un site, détecter s'il y a des éléments qui vont venir perturber l'expérience utilisateur. Son but est vraiment de mettre en avant les sites qui sont les plus performants afin de garantir aux utilisateurs une navigation agréable. Google, aujourd'hui, il veut être capable de détecter si un site est agréable, si on s'y sent bien, si on y passe du temps, etc. Alors, quel est le taux de rebond recommandé de Barbara qui me pose cette question? Alors, il n'y a pas de taux de rebond forcément recommandé. Sur mon site, je possède le site créanico.fr. J'ai un très fort taux de rebond qui est autour de 85. Mais ce n'est pas forcément un mauvais indice parce que ça veut dire que les personnes qui viennent sur mon site trouvent rapidement ce qu'ils cherchent et qu'ils vont trouver la page qui explique ce qu'ils recherchent et que rapidement, ils vont quitter en ayant lu cette page-là. En général, si on a un taux de rebond assez élevé et que l'on a une durée de session qui est assez longue, le signal est bon. Par contre, si on a un taux de rebond qui est assez élevé, mais qu'on a une durée de session qui est très courte, ça veut dire qu'effectivement, là, les personnes, ils quittent rapidement et ce n'est pas forcément bon. Sur mon site Créanico, j'ai des pages où je présente des prestations avec tout est présent dessus. Il y a les tarifs, etc. Et quelqu'un qui va taper ça dans Google, qui va taper par exemple tarif boutique PrestaShop, il va tomber sur ma page, il va voir le descriptif de la page, etc. Il a les tarifs, il a tout, et il va se contenter de cette page-là. Et après, il va revenir dans Google pour aller voir d'autres résultats, d'autres prestataires. Et là, le signal est bon, même si le taux de rebond est important, le signal est bon parce que il a trouvé ce qu'il a voulu, il est resté longtemps, en général 2-3 minutes sur la page, donc ça reste un très bon signal. Donc ici, on a différents éléments liés au temps de chargement d'une page. On voit donc de gauche à droite, on a le nombre de requêtes. Donc le nombre de requêtes, c'est le nombre de scripts qui vont s'exécuter pour construire la page. On a le poids également de la page, donc là 638 kg. On a le temps de premier octet. Alors, le premier octet, c'est le times to first byte. C'est la durée entre le moment où l'on va accéder à une page et le moment où la page commence le rendu. Et ça, cela va vraiment dépendre de votre hébergement. Plus vous aurez un hébergement qualitatif, plus le temps de premier octet sera très court. Et un hébergement qui est de mauvaise qualité, automatiquement, vous aurez un temps de réponse trop long. Et ça, voilà, ça reste un critère important également en termes de SEO. Vous devez avoir un site qui répond assez rapidement. Donc ça, vous le voyez avec l'outil d'Airboost. d'Airboost permet de visualiser tout ça et va vous-même vous proposer des recommandations si votre site est trop lent. Donc, on a le temps de premier octet. Après, on a le début d'affichage. C'est le temps donc, où le début d'affichage de la page va démarrer. Et après, on a la fin de chargement de la page. Donc là, le site met 2 secondes 55 à se charger. Le poids du site, donc la page fait seulement 638 kg, ce qui est très léger. Là, on devrait se charger en moins d'une seconde. Donc là, l'hébergement est vraiment très long. Il est long à envoyer le premier octet, il est long à démarrer le début d'affichage et il est long également à terminer l'affichage de la page. Donc, vous devez regarder la qualité de votre hébergement. Ça, cela va se mesurer également avec un outil comme Airboost. Vous avez également Google Page Insight, vous avez Tools, Pingdom. Tous ces outils-là vous permettent de visualiser le temps de chargement de votre site, le nombre de requêtes et le poids des pages. Alors, c'est pas. Alors, je vais le mettre dans les. Alors, si je dois envoyer. Vous voyez ce que je vous écris là. C'est d'Airboost comme cela. Dites-moi si vous voyez ce que. Voilà, c'est bon, vous voyez ce que je vous écris. C'est l'outil d'Airboost. Vous avez également Tool Pingdom qui est pas mal. Aussi. Ouais. Grâce à ces deux outils-là, vous pouvez rapidement mesurer. Voilà. Il faut savoir que
Le nombre de requêtes, on va le voir par la suite, mais le nombre de requêtes, c'est tous les scripts qui peuvent s'exécuter sur votre page. Donc, plus vous allez avoir un site avec un CMS qui sera lourd et des pages qui seront lourdes, et plus cela va ralentir automatiquement les pages. Allez, je passe à la slide suivante. Les polices système. Il faut savoir que quand on va appeler des polices, des Google Fonts sur un site, automatiquement, on va exécuter des requêtes. Et souvent, j'ai pu le voir, des personnes qui allaient intégrer différentes polices sur les différentes pages du site, etc., pour faire un petit peu quelque chose d'esthétique. Mais au contraire, ça vient vraiment dégrader les performances. Donc, si vous utilisez un thème WordPress, PrestaShop ou Magento ou autre, etc., essayez de voir si ce thème-là ne peut pas utiliser les police systems. Les police systems, ce sont les polices qui sont utilisées par les navigateurs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'appel. Je ne viens pas appeler une police qui est externe à mon site, mais je viens simplement à utiliser la police du navigateur pour éviter d'avoir des scripts qui se chargent. Il faut savoir que tout ce qui est chargement externe à votre site, tout ce qui est script externe à votre site, cela vient grandement dégrader les performances. Et un parfait exemple sont les box auteurs Facebook, les livebox Facebook, où vous avez la photo, la petite miniature, le bouton j'aime, etc. Ça, clairement, ça vient plomber les perfs. PrestaShop, à un moment, le mettait sur tous ces sites par défaut, sur le thème par défaut, sur la page d'accueil. C'était vraiment très, très problématique en termes de performance. Donc, voilà, il faut savoir que tout ce qui est appel externe, vous devez absolument le travailler. Alors, je vois David me met bonjour à tous et toutes, bienvenue. Alors, je vois David qui marque qu'il y a un problème. Quel problème on a eu, David? Moi, de mon côté, je voyais que les personnes réagissaient, donc je ne pense pas avoir perdu le fil, avoir perdu tout le monde. Non, non, c'est bonjour, bonjour à toutes et tous. Non, c'est du côté CCI que nous avons eu des problèmes de connexion à peu près 2 minutes avant le démarrage. Donc, c'est toujours sympathique quand ça arrive comme ça. Mais heureusement, non, ça a bien démarré de votre côté. L'enregistrement aura peut-être un petit décalage. Il manquera D'accord, les ok. premières minutes, mais sinon, on est bon. Donc, je vous laisse continuer et je reviendrai du coup sur la fin. À plus Ok, tard. d'accord, ok, d'accord. Ok, ça marche. Merci beaucoup, David. Voilà, donc, oui, donc le replay, ouais, normalement, vous aurez également le replay aussi. Et voilà, n'hésitez pas à m'arrêter si vous avez des questions, hein. Au niveau de la mise en cache, vous devez optimiser dans la rapidité de votre site. Cela passe par la mise en cache des pages. Alors, la mise en cache, c'est le préchargement de toutes les pages. On a vu tout à l'heure que les pages exécutaient un certain nombre de requêtes pour s'afficher. Et bien, on peut préconstruire ces pages-là pour justement, dès que quelqu'un va aller sur le site de cette page-là, lui fournir la page déjà construite. Donc, il y a de nombreux plugins de mise en page, de mise en cache. Vous avez, par exemple, pour WordPress, qui est le CMS le plus utilisé, vous avez WP Rocket qui permet de rapidement mettre en cache un site. C'est très simple à utiliser. Vous devez également travailler donc la minification, c'est-à-dire supprimer les espaces et commentaires et renommer les variables pour réduire les fichiers HTML, CSS. Et vous pouvez également donc, différer le JavaScript, c'est-à-dire éliminer les JavaScript qui vont bloquer le rendu du site pour un meilleur temps de chargement perçu. Oui, alors David nous dit qu'il y aura bien l'enregistrement, mais il manquera les premières slides. Mais bon, de toute manière, vous aurez mes slides également. Voilà, sachant qu'au début, voilà, ce n'est pas forcément le début qui est le plus important. Voilà, on va monter crescendo en termes d'optimisation. Le poids des images. Alors là, je vous recommande le format WebWP. C'est le format qui est le plus répandu aujourd'hui. Il remplace les différents formats que l'on avait avant et que l'on a toujours sur certains sites, tout ce qui est JPG, PNG, le GIF, le TIFF, etc. L'objectif est de conserver une bonne qualité d'image tout en réduisant le poids, c'est-à-dire on va gagner à peu près 25 à 30% d'optimisation sur le poids des images sans dégrader la qualité. Voilà, donc n'hésitez pas à vous pencher sur ce format-là, voir si vous pouvez l'intégrer sur votre CMS. Voilà. Pour les images, il y a également la possibilité d'intégrer du lazy loading sur les sites. Alors, le lazy loading, ça veut dire que l'on va charger les images au fur et à mesure qu'elles s'affichent. C'est-à-dire pour éviter de charger toutes les images d'une page qui serait assez lourd,
on va seulement charger les images qui s'affichent. Au fur et à mesure qu'on va scroller, les images vont apparaître. On gagne énormément en termes de performance comme cela. Il faut savoir que les images représentent 75% du poids d'une page. Donc, les images sont très lourdes et je vois régulièrement des pages d'accueil souvent trop lourdes. Tout à l'heure, on l'a vu avec l'outil d'Airboost. On peut voir le poids d'une page et ça m'arrive souvent de voir des sites e-commerce où une page d'accueil peut faire jusqu'à 8 mégas, 10 mégas, 12 mégas parce que les personnes vont intégrer des slides donc sur la page d'accueil, des grosses bannières qui sont très lourdes, qui n'ont pas été redimensionnées aux bonnes dimensions par rapport à l'emplacement sur le site et qu'elles n'ont pas été allégées. Donc, on a des sites qui sont très lents. Alors, vous n'allez pas le voir parce que votre site, vous y allez tous les jours dessus, donc vous ne voyez pas ce temps qui est de chargement qui est très long parce que le site est en cache dans votre navigateur. Mais par contre, quelqu'un qui va pour la première fois sur votre site, il va attendre parfois 10 secondes pour que la page d'accueil s'affiche. Donc, regardez bien le poids de vos pages, notamment la page d'accueil. Souvent, la page d'accueil, elle est bien trop lourde à cause des images. Et si vous voulez utiliser des outils pour optimiser les images, vous avez des outils comme, je vais vous marquer, vous avez compressor.io. C'est un outil, voilà, vous pouvez lui envoyer vos images et il va vous les optimiser sans forcément dégrader la qualité. On arrive à la slide suivante pour l'onglet différents CMS. Donc là, on a un petit sondage. Alors, je vais voir si David peut le lancer pour voir quel CMS vous utilisez. J'en profite pour boire un coup. Voilà, je vois le sondage qui s'affiche. Donc, il faut savoir que WordPress, alors là, ok. Il faut savoir que WordPress représente quasiment 40% du web, 40% des sites dans le monde utilisent WordPress. Donc, c'est vraiment le CMS le plus utilisé. Donc, WordPress et WooCommerce, WooCommerce qui est une extension de WordPress. On a également PrestaShop qui est beaucoup utilisé en France parce que c'est une solution française. Alors, j'ai le résultat, mais alors, vous avez peut-être dû le voir sur mon écran, mais j'ai le résultat. Donc, on a grandement 71% de WordPress, 10% de PrestaShop et Shopify très peu et autres 8 personnes qui utilisent un autre CMS qui pourrait être une solution propriétaire. OK. Mais voilà, clairement, WordPress WooCommerce, c'est le CMS le plus utilisé parce qu'il est simple d'utilisation, il n'est pas trop lourd. Et Google, clairement, aime bien le code de WordPress. J'ai pu faire de nombreux essais à CMS, avec des CMS équivalents. Un contenu se référencera toujours mieux sur un WordPress que sur d'autres CMS. Alors, je vois que j'ai une Valérie qui me dit qu'elle a un site en Wizbee. Alors, Wizbee, je connais très bien ceux qui ont développé la solution. C'est l'agence Nucum à Montpellier qui ont développé cette solution-là. C'est une solution SaaS, en fait, qui est un petit peu équivalente à Shopify. Donc, pour revenir au CMS, donc le CMS, c'est ce qui va faire le code de votre site. Donc, il faut un CMS qui soit assez bien optimisé, avoir un code propre et assez léger pour que le site soit assez rapide à charger et limiter, on a vu, le nombre de requêtes. Un CMS bien optimisé va permettre d'optimiser la gestion des URL, d'optimiser les redirections, de pouvoir mettre en cache du contenu. Voilà, le CMS, clairement, voilà, c'est une base que l'on va pouvoir peaufiner, que ce soit PrestaShop ou WordPress qui répondent le plus souvent aux besoins. Voilà, il y a de nombreuses extensions qui sont fournies avec, on peut faire un petit peu ce que l'on veut. Donc, attention à ne pas trop intégrer d'extensions dans ces solutions-là. Attention également au thème que vous utilisez, parce que si vous venez intégrer trop de plugins ou un thème qui est mal conçu, automatiquement, vous allez générer beaucoup plus de requêtes et avoir un site qui sera beaucoup plus long à vous charger. Pour PrestaShop, il y a un thème que je recommande, c'est le thème SEO Presta qui est aujourd'hui proposé par
Presta Module. C'est le thème qui est le plus optimisé en termes de référencement. Il est assez léger. Il y a une notion de structure en silo, etc. Donc, si vous êtes sur PrestaShop, vous pouvez jeter un petit coup d'œil au thème SEO Presta. Si vous êtes sur WordPress et WooCommerce, il y a mon thème qui s'appelle SEO Mag, qui lui a vraiment été optimisé en termes de performance UX et SEO également. Et pour ceux qui sont sur Shopify, j'ai vu une personne qui était sur Shopify tout à l'heure, il y a le thème qui s'appelle Turbo, qui est un thème qui est assez bien optimisé. Voilà. Il faut savoir que le thème, c'est ce qui va faire la liaison entre le contenu et le CMS. On a le CMS qui est vraiment la structure technique du site, le thème qui vient se greffer dessus et qui va générer le code du site, qui va se rajouter au CMS, et on a les contenus. Et plus on va rajouter de code dans le thème, et plus les contenus seront entre guillemets pollués. Donc, vous devez absolument avoir un thème qui soit optimisé pour le référencement. Je pose une question à David pour le prochain sondage. Du coup, j'en enchaîne sur le balisage à chaîne. Le balisage à chaîne, ce qui va me permettre de structurer les contenus de votre site. Vous avez, quand vous êtes sur un site, quand vous êtes sur un site, vous avez le titre H1 de la page qui va donner un renseignement par rapport à ce que propose la page. Et après, vous avez différents H2, H3, etc. qui vont segmenter votre contenu. Donc souvent, les développeurs de thèmes vont souvent utiliser le balisage à chaîne pour mettre en forme différents éléments sur le site. Alors, c'est une grosse erreur. Le balisage à chaîne doit simplement être utilisé sur le contenu unique de la page, c'est-à-dire sur les différents éléments qui vont constituer le contenu de votre page, et tout ce qui est commun à la page, on a l'entête, on a les barres latérales et le pied de page, ne doivent pas intégrer de la chaîne. On doit simplement structurer le contenu de votre page avec le balisage à chaîne. Alors, j'ai une ligne qui me marque à l'écran, pas pareil à chaîne. Affiche boutique de mode. Alors là, ce que je vous ai mis à l'écran, c'est la démo du thème SEO Presta. On est sur la page d'accueil. Donc le titre H1, c'est boutique de mode. La boutique représente une boutique de mode. Donc on a le terme principal de ce que représente le site. On est sur une boutique de mode. Le H1 de la page d'accueil, qui est la page la plus importante du site, ça sera boutique de mode. On évite de mettre bienvenue sur mon site, qui n'aura aucune pertinence en termes de référencement. Alors, le thème PrestaShop, c'est SEO Presta. SEO-presta.com. Hop, et je vous le mets. Voilà. Alors, le balisage ne se fait pas forcément par le CMS, mais par le thème, en fait. C'est vraiment le thème qui va générer ce balisage-là. Et pour le regarder, vous allez sur l'extension, c'est Web Developer. C'est une extension Firefox. Firefox et une extension Firefox et Chrome qui va s'intégrer sur Chrome ou Firefox, et après vous allez dans View Information, View Document Outline, Web Developer, View Information et View Document Outline, et ça va vous afficher automatiquement le balisage. Là, on voit que l'on est sur quelque chose qui est parfait. On n'a pas de saut de niveau, c'est-à-dire je ne passe pas du H1 au H3, je ne passe pas d'un H2 à un H4. J'ai mon H1, j'ai mon H2, je viens sur des H3, je reviens sur un H2, je repasse sur des H3. Voilà. On a une structure qui est propre. Si vous avez des éléments qui ne sont pas bons, ils seront automatiquement mis en orange. Voilà. On passe maintenant à la page d'accueil. Donc, il faut savoir que la page d'accueil, c'est la page la plus importante de votre site. Alors, on me pose une question, peut-on corriger le balisage? Oui, vous pouvez le corriger, mais il faudra modifier le thème. C'est-à-dire, c'est votre thème est mal conçu,
il va falloir mettre les doigts dedans et corriger votre thème. Le souci, c'est qu'un thème, on le met à jour. Donc, quand vous allez le mettre à jour, vous allez faire des modifications. Donc, il y a une notion de thème enfant, thème parent. On a un thème parent sur sa boutique, sur son PrestaShop ou sur son WordPress. On crée un thème enfant qui vient overrider, qui vient écraser des réglages du thème parent, ce qui fait qu'on peut mettre à jour le thème parent régulièrement et on a toujours les overrides du thème enfant qui viennent écraser le thème parent. Donc, ne modifiez pas directement le thème en lui-même parce que quand vous allez le mettre à jour, vous allez faire des modifications de ce que vous avez fait. Et peut-on avoir plusieurs H1 par page? Non, ce n'est pas forcément une bonne pratique, Thierry. Vous devez avoir un seul H1 par page. Et le H1, c'est la première balise que Google doit venir voir. Donc, quand on est sur une page d'accueil, bon, on va le définir manuellement. Mais lorsqu'on est sur une page catégorie, quand on est sur une page produit, quand on est sur une page article, sur un article de blog, ben là, le H1 va reprendre automatiquement le nom du produit, le nom de la catégorie ou le nom de l'article. Voilà, il n'y a que certaines pages qui peuvent être personnalisées où on va rentrer manuellement un H1 comme sur la page d'accueil. Mais sinon, normalement, les thèmes doivent être bien conçus. Vous devez avoir un seul H1, il est présent en haut, il doit reprendre le nom de la page. Donc, j'en reviens à la page d'accueil. La page d'accueil, c'est la page la plus importante de votre site. Quand on va parler de vous, on va faire un lien vers votre page d'accueil. C'est la page qui va recevoir le plus de popularité et c'est souvent la page qui est la moins bien optimisée parce qu'on l'a vu tout à l'heure, elle intègre des visuels qui sont beaucoup trop lourds. Elle a un balisage à chaîne qui n'est pas forcément bien pensé et optimisé. Elle a un H1 qui n'est pas explicite du tout et qui sera bienvenu sur ma boutique, par exemple, et elle n'aura pas de contenu texte. Donc, automatiquement, c'est pénalisant. La page d'accueil doit absolument avoir un titre H1 explicite et doit intégrer de la sémantique. Vous devez intégrer un texte de 200 à 300 mots sur votre page d'accueil. On l'a vu tout à l'heure en introduction, donc les bases du SEO, c'est une structure, contenu et lien. Mais les liens, quand on fait un lien vers un site, on va avoir une certaine sémantique sur le site qui fait le lien. Il faut que cette sémantique, ces mots-clés se retrouvent sur la page qui reçoit le lien. Et quand on fait un lien vers votre page d'accueil, si on parle de vous parce que vous êtes une boutique qui vend par exemple des chaussures, etc., et qu'on parle de chaussures, on fait un lien vers vous, vous devez avoir votre page d'accueil qui va parler justement des mots-clés qui ont été cités. Donc, vous devez intégrer un texte qui fasse au minimum 200 mots, donc si possible entre 300 à 500 mots, c'est bien mieux. Et vous allez résumer tout ce qui est proposé sur votre site et qui est présent, donc qui sera présent sur votre page d'accueil. Il faut vraiment que tous vos mots-clés, tous les mots-clés de votre site soient présents sur votre page d'accueil. Les pages catégories. Donc, les pages catégories, ce sont de super pages d'atterrissage. Ces pages sont durables dans le temps. Des produits peuvent être éphémères. On peut avoir une saisonnalité pour les produits parce qu'on a une gamme de produits qui est existante. L'année d'après, ces produits-là n'existent plus. Donc, les produits peuvent être plus ou moins éphémères et peuvent tourner sur la boutique. Par contre, les pages catégories, ce sont des pages qui vont durer dans le temps. On ne va pas forcément souvent les changer. Et ces pages-là peuvent très, très bien se positionner sur des requêtes bien ciblées. Là, on est sur le thème, sur mon thème WordPress WooCommerce, donc sur SEO Mag. Et là, on voit qu'on a des produits. Sur ces produits-là, on a intégré les résumés des produits, c'est-à-dire sur le thème PrestaShop, c'est la même chose. On a intégré le résumé des produits pour intégrer du contenu donc, sous les produits. Donc déjà, on vient alimenter un petit peu plus en contenu la page catégorie. On a un texte qui est positionné au-dessus donc, de la page catégorie, au-dessus des produits. Ce texte-là, il y a un bouton Savoir plus qui permet de le déplier. Donc, on peut intégrer du contenu dans l'entête de la page catégorie pour avoir un peu plus de contenu de mots-clés. Et pareil, sous les produits, on le voit sur la droite, on a également un texte qui est intégré. Dans le texte qui est en haut des produits, souvent, on va mettre un résumé de ce qui est proposé sur la page catégorie. Et dans le texte qui est dessous, on va cibler une typologie de produits, ce que l'on veut vraiment pousser en termes de référencement. Donc, on va travailler ça. Donc, ça permet d'avoir des pages catégories qui soient assez riches sémantiquement et qui ne soient pas trop pauvres. Souvent, quand on est sur un site e-commerce lambda,
on a une page catégorie où il y a très peu de produits dedans, on peut avoir 3 produits dedans, et malheureusement, on aura une description de quelques lignes qui, si encore est liée, donc qui sera présente en haut de la catégorie. On aura les 3 produits qui seront présents sur la page, on n'aura pas les résumés des produits, on n'aura pas le texte également présent sous les produits. Donc, on a une page qui est pauvre en contenu. Cette page-là va dégrader la qualité du site et va pénaliser le site, alors que si on vient l'optimiser comme celle-ci, ben là, on a une page qui vient au contraire aider à mieux référencer le site. Donc voilà, tout ça pour vous dire, vous devez absolument optimiser les pages catégories de votre site sur un site e-commerce ou même sur un blog. Sur un blog, on peut faire la même chose sur un blog. Vous pouvez également, sur la catégorie produit ou catégorie du blog, on peut les optimiser en termes de SEO en intégrant suffisamment de contenu dessus. La navigation à facettes, je voulais vous en parler également. Donc, c'est une liste de filtres présents sur les sites e-commerce. On a donc souvent une colonne latérale et la navigation à facettes va permettre de filtrer, d'actualiser les produits en fonction des caractéristiques. Alors moi, par exemple, je suis très grand, donc je mesure 2 mètres et je fais du 48. Donc, on fait du 48, c'est compliqué pour trouver des chaussures. Donc, je vais sur le site sarenza.com, qui est mon site numéro 1 pour acheter des chaussures. Je vais choisir chaussures hommes, chaussures après ville, et après, je vais cocher 48. Et là, j'ai tous les produits disponibles dans la pointure 48 qui vont s'afficher. Et là, je peux facilement faire mon choix. Donc, c'est une super expérience utilisateur. Si je n'avais pas ces filtres-là, je devrais automatiquement devoir ouvrir tous les produits et regarder quels sont les produits qui sont disponibles dans la pointure 48. Donc, voilà, la navigation à facettes, ne la négligez pas. C'est vraiment quelque chose qui est pertinent pour vos visiteurs. On peut filtrer les couleurs, les typologies de produits, le prix, la matière, etc. On peut vraiment mettre beaucoup de critères de recherche et faciliter les recherches des utilisateurs sans devoir catégoriser tous les produits dans plein de catégories. On peut regrouper les catégories et nous allons jouer sur les filtres pour pouvoir proposer des résultats. Il faut savoir que suivant les modules que l'on utilise pour la navigation à facettes, on peut créer des pages de résultats. Sur PrestaShop, par exemple, il y a le module qui s'appelle Advanced Search 4. Je vais vous le mettre dans la barre, dans le chat. Advanced Search 4. C'est le module, c'est le module phare chez PrestaShop. C'est le des modules qui se voit le plus. Et ce module-là permet d'avoir une notion de facette ouverte et de facette fermée. Facette ouverte, je les laisse ouvertes à l'indexation et je peux créer une page de résultats auprès de Google grâce à cette facette qui est ouverte. Et les facettes fermées, qui sont des facettes qui ne seront pas ouvertes et qui ne seront pas du coup indexées. Voilà, donc c'est un module que je recommande. Il a été développé par les personnes qui ont développé également le thème SEO Presta. Tout à l'heure, j'ai oublié de répondre à une question. J'avais tout à l'heure Ordival qui me disait « Je ne suis pas satisfait de PrestaShop. Est-il compliqué de changer de PrestaShop à WordPress ?» Non, il n'est pas compliqué du tout de passer de PrestaShop à WordPress. Je l'ai déjà fait par le passé. Vous pouvez, il existe un module qui est, alors je n'ai plus le nom en tête, c'est quelqu'un que j'avais rencontré sur un événement WordPress qui s'appelle Frédéric, qui a développé un module qui permet de migrer toutes les données de WordPress à PrestaShop. Bon, ça se fait très bien, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Donc, vous tapez dans Google module de migration PrestaShop WooCommerce et vous verrez, vous avez ce module-là qui va automatiquement ressortir. C'est Frédéric qui a développé ce plugin-là. Si vous ne trouvez pas, vous venez me voir, je vous donnerai après mon intervention. Alors, pour la navigation à facettes sur WordPress, alors il n'y a pas de module aussi pointu que Advanced Search 4 aujourd'hui. En tout cas, je n'en ai pas trouvé. Donc, je ne pourrais pas vous dire aujourd'hui sur WordPress, on n'a que des facettes qui seront automatiquement fermées. On ne pourra pas indexer certaines facettes. Donc, voilà, c'est une liste de contraintes qu'il y a par rapport à PrestaShop. Voilà. Mais non, je n'ai pas de module qui permettent de gérer cela sous WooCommerce. On va maintenant passer sur la structure et le maillage d'un site.
Donc, la structure et le maillage, c'est principalement pour organiser le site, gérer la profondeur, optimiser la pagination, et voilà, etc. Le but est de correctement structurer ces contenus. Il faut que Google arrive à avoir une vision de comment est structuré notre site. Euh, alors, il y a une structure de style ou une thématique qui existe et que j'aime assez bien. Alors, il y a le cocon sémantique qui est une structure de pages par enfant pour travailler justement la popularité des pages par an, mais c'est un peu plus technique et un peu plus compliqué à mettre en place, notamment sur un e-commerce. Mais on a le silo thématique. Le silo thématique, c'est l'on va regrouper les différents univers entre eux. Il n'y aura pas de lien entre des pages enfants d'un univers vers les pages enfants d'un autre univers. On va mailler les différents univers entre eux, les liens dans le même univers, sans pouvoir en sortir, passer d'un univers à l'autre, en passant du bas de la structure vers le bas de la structure. On ne peut que passer par les entrées. Alors ça, moi, je vais vous l'expliquer un petit peu mieux tout à l'heure. Là, on est sur un site e-commerce, on est sur une boutique PrestaShop. On voit que la page d'entrée, la page d'accueil, c'est le petit rond rouge au milieu, c'est une page qui n'est pas indexée parce que c'est la page d'accueil qui est redirigée sur le /fr. On est sur une boutique multilangue. À gauche, on a le français, à droite, on a l'anglais. C'est pour ça que les deux structures sont identiques. D'un côté le français, d'un côté l'anglais. Là, on est sur un outil qui s'appelle Screaming Frog. Alors, je vais vous le marquer. Screaming Frog. C'est un outil qui est gratuit et qui permet de tester des sites jusqu'à 500 pages. Après, ce n'est pas forcément très cher pour ceux qui veulent ne plus avoir de limite, si c'est quelqu'un qui a un gros site, mais vous allez pouvoir visualiser l'optimisation globale de votre site, mais plus particulièrement la structure du site telle que Google la voit. Donc là, ce qui a été fait, on est sur le thème PrestaShop SEO Presta, et il y a seulement un lien qui a été intégré entre les deux langues sur la page d'accueil. C'est-à-dire, on a le sélecteur de langue sur le site et on laisse Google seulement voir le changement de langue sur la page d'accueil. C'est-à-dire, je suis sur la page d'accueil, je peux aller ou sur le site anglais ou sur le site français, mais une fois que je suis sur une page interne du site français, je masque à Google le sélecteur de langue pour pas qu'il puisse repartir sur la page équivalente dans l'autre langue. Le but est que Google voit un univers dans une langue, un univers dans une autre langue, et dans ces univers-là, on a les différentes catégories. Donc, pour masquer un élément à Google, mais le laisser visible aux utilisateurs, ça s'appelle l'obfuscation de lien, et on va le voir par la suite. L'obfuscation de lien permet de laisser visible quelque chose aux utilisateurs pour l'UX, mais de le masquer à Google pour lui optimiser le maillage interne. Voilà, le but est clairement d'aider Google à mieux visualiser la structure de son site. Dernier point à voir pour la partie structure, ce sont les microdonnées. Donc, c'est pour améliorer la pertinence de son site dans les cercles de Google. Le but est de se démarquer des autres résultats. C'est-à-dire là, on imagine l'internaute qui est sur votre sur une requête bien spécifique dans le navigateur Google. Il voit différents sites qui apparaissent devant lui. Il faut l'inciter à venir sur votre site. Il faut qu'il vienne cliquer sur votre site. Donc pour ça, on va essayer d'avoir des résultats enrichis et de lui afficher quelque chose de plus pertinent. J'ai mis deux exemples. Le premier, donc wparent.net, c'est mon thème PrestaShop, mon thème WordPress, où justement on voit le nombre d'étoiles, on voit la note, on voit les avis, etc. Okay. On voit les différents éléments associés donc, à la fiche produit, la balise titre, la description, voilà, les avis, le prix si c'est en stock. Et un autre exemple, là on est sur le site marmiton.org et c'est pour une recette. Et là au niveau de la recette, même chose, on voit le nom de la recette, on voit la description, on voit la note que la recette a eu sur le site, on voit le nombre d'avis, on voit même le temps de cuisson. Il faut 40 minutes pour préparer, le temps de préparation, pas de cuisson, pardon. Donc, on a vraiment un maximum d'informations pour essayer de faire venir l'internaute et surtout, là, pour la recette, on a même une photo.
Donc, le but est de clairement essayer voilà, de faire venir le visiteur sur son site. Et pour ça, on va utiliser, on va utiliser des extensions qui vont nous permettre d'améliorer cela. Donc, sur WordPress, vous avez l'extension qui s'appelle SEO Press. Je vous l'intègre dans le chat. SEO Press qui permet d'intégrer ces résultats-là. Et c'est ce que j'utilise moi pour mon site WP Rank. Et pour PrestaShop, ça s'appelle Google Rich Snippets. Et c'est une business tech qui a développé ce plugin-là. Vous pouvez l'acheter sur l'add-on de PrestaShop ou sur leur site directement. Et nous avons donc passé la partie technique. Maintenant, nous passons sur la partie contenu. Donc, pour la partie contenu, on va travailler avant tout l'intention de recherche. L'intention de recherche, c'est-à-dire il faut trouver les bons mots-clés que tapent les internautes pour venir enrichir les contenus de sa page, de son site. Donc, il faut déterminer quelle est la réponse attendue, déterminer quelle est la taille des contenus qui sont adaptés, parce que Google est capable de savoir quelles sont les longueurs de contenu qu'il faut avoir suivant ce que l'on veut proposer. Par exemple, si on doit proposer un test de produit, bon, ça sera assez long. Si on doit mettre une définition, ça sera assez court. Donc, Google connaît quelle longueur de contenu l'internaute attend lorsqu'il tape une requête. Donc là, on a l'outil qui s'appelle Keyword Magic Tool de chez SEMrush. Cet outil-là nous permet de voir les requêtes qui sont recherchées et qui intègrent nos mots-clés. C'est-à-dire, j'ai mon mot-clé, là, j'ai mis e-commerce, et là, l'outil va me dire quels sont tous les mots-clés qui sont associés à e-commerce que les internautes vont rechercher. Voilà, j'ai mis cet exemple-là, mais il y a des choses qui sont bien plus pertinentes. Mais voilà, mais ça vous permet de voir qu'est-ce que recherchent les internautes par rapport à mon mot-clé et du coup d'adapter vos contenus par rapport à ça. Donc, si je vous le marque là, c'est Keyword Magic Tool. Donc, ça fait partie de la suite SEMrush, qui est un outil payant par contre. C'est un outil qui est payant, mais qui est quand même assez pertinent pour vous aider à travailler votre référencement. Une fois que vous avez défini ces mots-clés, qu'est-ce qu'on en fait? On va regarder, est-ce que j'ai une page qui est déjà existante et qui pourrait être associée à cela, ou est-ce que je dois créer une nouvelle page parce que je n'ai aucune page sur mon site qui peut être associée à cette requête que je veux cibler. Donc, vous allez créer une page ou optimiser une page existante. Et ça, pareil, vous pouvez le regarder avec l'outil SEMrush. Vous allez pouvoir voir quels sont les mots-clés positionnés sur vos pages. Voilà. Alors, Google Trends, c'est un petit peu la même chose pour voir ce que recherche un internaute, c'est-à-dire est-ce que quelque chose est beaucoup recherché ou pas. Par contre, l'avantage de Keyword Magic Tool, c'est qu'il va vous donner les résultats qui sont recherchés. C'est-à-dire que vous, dans Google Trends, vous devez taper le résultat pour voir justement ce résultat qui est affiché. Alors, on continue. On a maintenant la rédaction dite SEO. Alors, si vous utilisez WordPress, ça c'est une capture de l'outil Yoast SEO qui vous demande, l'outil Yoast SEO va vous demander souvent de répéter un mot-clé. Vous allez répéter X fois sur une même page pour justement avoir une certaine pondération. Donc ça, c'est ce que l'on utilisait avant et ce n'est pas forcément ce que je recommande. Aujourd'hui, on a la rédaction sémantiquement optimisée. Donc là, on a un deuxième sondage. Est-ce que David peut le lancer? Donc, pour en dire un petit peu plus, la rédaction sémantiquement optimisée, on va travailler un champ lexical autour d'un mot-clé. Donc, vous avez différents outils qui existent. Vous avez l'outil Your Text Guru, vous avez SEO Canton, vous avez 1.fr. Il y a d'autres outils également qui peuvent exister, qui sont moins connus. On va savoir, est-ce que vous utilisez ces outils-là pour optimiser vos contenus. Ça m'intéresse de le savoir. Aujourd'hui, clairement, peu de personnes l'utilisent. Et si vous venez utiliser ces outils-là, cela vous permet d'avoir quand même une longueur d'avance par rapport
à vos concurrents. Alors, on va attendre la fin du sondage. Alors non, voilà, à 91%, hein, à 91%, vous n'utilisez pas cet outil-là. Savoir que moi, je recommande YourTest Guru, c'est celui que j'affiche à l'écran, qui est le plus complet, on va dire, le plus pertinent. Donc, vous êtes seulement 2 à utiliser SEO Quantum, une personne utilise un point .fr, vous êtes 40 à ne pas utiliser de rédaction sémantiquement optimisée. Donc, cela ne coûte pas très, très cher, hein, la rédaction sémantiquement optimisée, vous pouvez ou la générer vous-même ou l'acheter, hein. Vous pouvez acheter de la rédaction sémantiquement optimisée directement si besoin. Si besoin, vous venez me voir et je vous dirai comment. Mais sinon, si vous êtes un petit peu débrouillard et que vous savez écrire correctement, vous pouvez utiliser vous-même un de ces outils-là. Vous prenez un petit abonnement et ça vous permet de générer des textes sémantiquement optimisés. Clairement, Google est friand de ça. Il aime beaucoup ce style de rédaction parce qu'on a un champ lexical qui est très large. C'est-à-dire qu'on va vraiment avoir une répétition des mots-clés associés. Peut-on avoir une démonstration? Alors là, vous avez sur la page que vous voyez, vous avez un guide de YourTest Guru où là, j'ai mis la requête chaussures noires dans la langue française et il va nous afficher tous les mots-clés que lui conseille d'intégrer sur sa boutique. Alors, il y a des choses qui sont plus ou moins pertinentes, mais en fonction de ça, il va nous donner après le graphe d'optimisation de votre site. C'est-à-dire, vous allez avoir comment dire, le nombre de répétitions pour chaque mot-clé et il va juger, lui, si c'est assez optimisé ou pas. Donc, vous allez jouer sur l'optimisation de plusieurs mots-clés et pas d'un seul mot-clé comme des outils comme Yoast vous le proposent. Donc, n'hésitez pas à creuser un petit peu plus là-dessus. Hein. Vous tapez une rédaction sémantiquement optimisée dans Google et vous regardez des articles là-dessus qui vont vous expliquer l'intérêt et comment utiliser les différents outils. Et si vous voulez acheter directement de la rédaction, contactez-moi, je vous orienterai. L'emplacement des contenus, il faut savoir que les contenus n'ont pas la même importance suivant là où ils vont se trouver. On l'a vu tout à l'heure pour le balisage à chaîne. On a le balisage qui doit être présent seulement sur le contenu principal qui est au centre. Et là, pour les contenus, pareil, les contenus qui auront le plus de poids sont des contenus qui seront sur la zone principale, qui seront uniques. On évite d'avoir des contenus qui se répètent sur les différentes pages de votre site parce que cela aura moins de poids. Donc, il faut bien avoir en tête ce schéma-là. On a les zones communes sur un site et les zones et la zone principale, on va retrouver les catégories produits, on va retrouver les produits, on va retrouver tous les éléments qui seront uniques. Au niveau de la typologie des contenus, tout à l'heure, je vous ai dit que Google a été capable de savoir un petit peu quelle longueur de contenu un internaute attend. Alors là, je vous ai résumé un petit peu ça, c'est-à-dire la typologie des contenus que l'on peut avoir et le nombre de mots qui est le plus couramment utilisé. Donc, un article de blog, pour qu'il soit pertinent, on essaie d'être entre 800 à 2000 mots. Une fiche donc, de prestation de service, une landing page, on sera entre 1000 à 2500 mots. Une fiche produit, on sera entre 300 à 800 mots. Donc, idéalement, 300 à 800 mots, c'est vraiment dans le meilleur des cas parce que suivant la typologie de produits que vous vendez, ça sera plus ou moins compliqué. J'ai un client, c'est un client de la CCI d'ailleurs, qui a une papeterie en ligne sur Montpellier. Et ce client-là, il a un catalogue, je crois qu'il a peut-être 40 000 références. Donc, il n'est pas possible de venir optimiser son catalogue produit parce qu'on ne peut pas faire une définition de 300 mots sur un stylo BIC, sur un cahier Clairefontaine, etc. Donc là, le choix avait été porté de laisser les catégories produits telles qu'elles sont fournies par le fournisseur, parce que c'est un import en masse qui était fait sur le site, mais les pages catégories ont été optimisées. On a visé l'optimisation des pages catégories et pas forcément les pages produits parce que c'était trop compliqué. Donc là, dans ce cas-là, effectivement, 300 mots sur une page produit, ce n'est pas possible de le faire. On a vu les pages catégories, donc entre 300 à 1000 mots pour avoir la structure de ce que je vous ai montré tout à l'heure. La page d'accueil du site entre 300 à 800 mots sur
sur la page d'accueil. Un guide, si on fait un guide sur un produit ou un comparatif, etc., on essaie d'être entre 2000 à 4000 mots. Et si on a par exemple des cas clients, des retours d'expérience entre 500 à 1500 mots, une interview écrite, on sera entre 800 à 2000 mots. Alors, Florence, d'où viennent ces chiffres? Alors, ces chiffres, c'est basé sur ma propre expérience. Ça fait pas mal d'années que j'optimise tout cela. Donc, c'est clairement ce que j'ai vu, ce que je sais, ce que Google attend. Cela me semble vraiment beaucoup. Effectivement, cela semble beaucoup. Mais aujourd'hui, voilà, dans un monde idéal, c'est ce qu'il faudrait faire. Effectivement, si on regarde tous les sites qui sont déjà en place, effectivement, vous avez pas autant de contenu sur les différentes pages. Mais si vous voulez vous démarquer justement de vos concurrents, sortir un petit peu des autres, vous devez travailler cela comme ça. Vous intégrez un thème de qualité comme le thème SEO Presta ou le thème SEO Mag, et ces thèmes-là vous permettent d'intégrer justement suffisamment de contenu sur ces différentes pages-là. Et les pages catégories, c'est un super exemple. Personne n'intègre du contenu sur une page catégorie, alors que ça marche super bien. Donc effectivement, vous voyez très très peu de sites qui intègrent suffisamment de contenu sur les pages catégories. Personne ne le fait, mais si vous le faites, vous allez vous démarquer clairement. Donc, voilà, donc ne vous basez pas sur ce que font les autres, parce que tout le monde ne fait pas forcément les bons choix. Partez sur ce que je vous propose et vous verrez, vous aurez de très très bons résultats si vous partez là-dessus. Alors, il y a une notion de longueur de contenu également, qui nous permet de savoir si un contenu est court ou si un contenu est long. Donc, la limite se trouve autour des 1000 mots. En dessous de 1000 mots, contenu court, au-dessus des 1000 mots, contenu long. Donc, avant tout, voilà, chaque contenu doit répondre, comme on a vu, à une intention de recherche, on doit répondre à son audience. Vous devez comprendre donc, ce qu'attend votre audience et son engagement par rapport aux différents contenus que vous pouvez lui proposer, et vous devez adapter en fonction de cela. Donc, contenu court, contenu long, on a un seul but, c'est de répondre à l'intention de recherche des internautes. Alors, j'ai également Florence qui me dit absolument d'accord pour les pages catégories, mais les volumes me semblent difficiles à atteindre. Non, ce n'est pas du tout compliqué parce que sur une page catégorie, vous êtes sur une page catégorie, qui va, par exemple, présenter des chaussures, vous allez orienter le texte en intro qui va présenter les différents types de produits que vous avez sur votre page, dans les différents types de chaussures qui sont présentés sur la page catégorie. Vous allez intégrer 200 à 300 mots qui seront présents en haut. Et en dessous, vous allez cibler une requête que vous visez principalement. Alors, si c'est une typologie plus particulière de chaussures que vous ciblez, vous allez accentuer cela avec de la rédaction sémantique optimisée pour pouvoir cibler cette requête-là, sachant que certains thèmes, comme le thème SEO Mag pour WordPress et WooCommerce, vous permet de personnaliser le titre H1. C'est-à-dire, vous êtes sur une catégorie, vous avez le titre de la catégorie dans WordPress qui sera par exemple chaussures ou chaussures hommes, et vous allez pouvoir personnaliser le titre H1 qui sera visible par les moteurs de recherche. Donc, vous aurez un titre H1 qui sera mieux ciblé, vous pourrez avoir un peu plus de longue traîne, quelque chose d'un peu plus ciblé, et après, vous allez cibler également votre texte là-dessus. Alors, si vous avez des difficultés là-dessus, n'hésitez pas à venir me voir. Moi, j'ai des rédacteurs qui sont vraiment très qualifiés là-dessus et qui peuvent sans aucun souci vous préparer vos pages catégories. Les rédacteurs sont habitués à cela, ils savent rédiger sémantiquement et ils seront capables de vous intégrer sans aucun problème, ni le mot sur une page catégorie, si vous avez des difficultés pour le réaliser vous-même. Pensez-vous que l'internaute lit réellement tout le contenu? Non, du tout. Là, on donne clairement à manger à Google. Les internautes vont principalement regarder le texte qui peut être présent surtout en haut de la catégorie quand ils arrivent sur la page catégorie pour voir un petit peu ce qui est présent dessus éventuellement. C'est le seul texte qui peut être lu. Le texte qui est présent en bas, l'internaute ne va pas forcément le lire. L'internaute, lui, va s'arrêter à ce qui est au-dessus des produits. Donc, c'est vraiment pour donner à manger à Google et se positionner en termes sémantiques. Donc, voilà, donc, ne pensez pas toujours internaute, il faut également penser à Google. Avez-vous un conseil pour intégrer ou non des photos selon les typologies? Les photos, alors pas forcément les photos, je dirais plutôt les médias en étant plus large.
vous devez intégrer différents médias sur votre site. Ça peut être des photos, donc quand on est sur des articles, bon, on va intégrer des photos. On peut intégrer également des vidéos. Les vidéos sont un très bon format pour garder longtemps un internaute sur votre page. Si l'internaute déclenche la lecture de la vidéo sur votre site, le temps de lecture de la vidéo va compter sur le temps de la session de l'internaute. Donc n'hésitez pas à mettre des vidéos, n'hésitez pas à intégrer des infographies, n'hésitez pas à intégrer des photos sur vos différents contenus. Notamment voilà, sur la partie article, blog, tout ce qui est également comparatif, retour d'expérience. Voilà. N'hésitez pas à enrichir ces contenus-là pour qu'ils soient les plus complets possibles et que l'internaute reste le plus longtemps possible sur votre page. Donc, les contenus courts, l'avantage, c'est que c'est plus facile à lire et à consommer. Ça ne demande pas une forte attention, un long engagement. Ça permet de communiquer avec celles et ceux dont la durée d'attention est très courte. C'est rapide et moins gourmand en termes de ressources. Les inconvénients, c'est difficile d'aborder un sujet de manière approfondie avec un contenu court et on peut facilement devenir très formel, ce qui en soi peut rebuter une certaine audience. Pour les contenus longs, on va mieux se classer automatiquement dans les moteurs de recherche parce que la requête exige des résultats un petit peu plus détaillés. On aura plus d'expertise transmise donc, à ces lecteurs. Ça va favoriser la longue traîne. On va avoir des mots-clés qui vont se positionner derrière les mots-clés principaux et ça va générer plus de backlinks automatiquement parce qu'un article complet est générateur de liens. L'inconvénient, c'est que ça va demander plus de temps et de ressources à mettre en place et ça va demander une capacité d'attention un petit peu plus longue pour vos lecteurs. Alors, les vidéos n'augmentent pas trop le temps de chargement de la page. Mélodie qui pose cette question-là. Les vidéos, ce sont souvent des iframes, donc des iframes YouTube. Donc, effectivement, ça va générer une requête supplémentaire sur la page pour afficher la vidéo externe au site. Tout à l'heure, on a vu que ce n'était pas forcément bon, mais voilà, c'est quand même bien de le faire pour certains contenus. Par contre, ça ne sera pas forcément trop lourd parce que c'est pas la vidéo n'est pas hébergée sur votre site. Hein. Attention, je ne l'ai pas précisé, mais n'hébergez pas des vidéos sur votre site. Les vidéos sont très lourdes. Ça va clairement plomber les performances de votre site. Si trop de personnes viennent lire une vidéo en même temps, dans les vidéos, vous les mettez sur Vimeo, sur YouTube, etc., sur Dailymotion, et vous intégrez l'iframe sur votre site. Donc moi, clairement, je l'ai vu que des vidéos vont améliorer la pertinence d'une fiche produit et vous allez mieux vous référencer quand vous intègre des vidéos qui sont pertinentes sur vos pages. Ayant un magasin physique et un site marchand, je me pose souvent la question si je dois donner du contenu sur nous, expérience physique ou non. Dois-je faire une vidéo du magasin? Alors moi, je pars toujours du principe qu'il faut humaniser la relation et avoir un magasin physique est un plus. Un e-commerçant qui a une boutique physique, pour moi, sera mieux perçu qu'un e-commerçant qui n'a pas de magasin physique. Donc, n'hésitez pas à mettre en avant que vous avez un magasin physique. N'hésitez pas à humaniser la relation. Hein. La vidéo est très bien pour ça. Une vidéo sur la page d'accueil qui va humaniser la relation. Voilà, vraiment, ça va beaucoup aider. Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter à essayer d'attendrir les internautes en leur racontant leur histoire, en montrant tout ce qui est la réassurance qu'il y a derrière votre site et derrière vous, en fait. Donc ça, on le verra dans la deuxième partie le mardi 6, sur la partie off-site, hein, la structure, la popularité d'un site, et je vais vous expliquer comment travailler votre branding et votre popularité. Mais voilà, n'hésitez pas à valoriser tout ce qu'il y a derrière votre site. Peut-on intégrer une sorte de sémantique cachée sur des vidéos ou photos? Non, on n'intègre pas des choses cachées. Google, aujourd'hui, on ne peut plus trop le berner avec des choses cachées. Aujourd'hui, sur une photo, une vidéo, on peut mettre un texte, un petit résumé sur la vidéo éventuellement, mais bon, on a quand même la sémantique dans l'article qui fera le travail. Et pour les photos, on va correctement associer la balise alt de la photo pour qu'on sache clairement ce que représente la photo. Et c'est la sémantique aussi autour de la photo qui va surtout avoir du poids. Et la photo, on essaie de la nommer correctement. Si la photo représente des chaussures en cuir marron, ma
ma photo, ça s'appellera chaussures-cuir-marron et éventuellement le nom de la marque. Pour le nombre de mots, tout à l'heure on l'a abordé, à savoir que la plupart du temps, voilà, plus un article est long et complet, plus il sera générateur de liens. Les liens, on le verra donc le 6 avril, les liens sont générateurs de popularité. Plus on va proposer un contenu pertinent, plus on peut espérer recevoir des liens. Donc, voilà, n'hésitez pas à créer à travailler vos contenus, des longs contenus. Ça sera bénéfique pour votre référencement. Également, même chose au niveau des partages. On voit que dans les partages sociaux, là par contre, voilà, on est sur les partages fonctionnent bien quand on est sur des contenus entre 1000 à 2000 mots. Donc là, ces infos-là sont données par le site backlinko.com. Backlinko.com. Alors je vais vous le mettre également dans le chat. Backlinko.com. C'était des case studies qu'ils avaient mis en place. Voilà, ça reste intéressant à savoir que voilà, les contenus, quand même, des contenus plus longs et des contenus d'une certaine longueur vont générer plus de partage ou plus de liens. On va également revenir sur l'optimisation du balisage de vos pages. Alors, il y a quatre éléments qui sont pertinents à travailler. Le premier, c'est la balise titre. La balise titre, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est ce qui se démarque dans les résultats de Google. Il faut savoir que Google lui donne énormément de poids. Google donne beaucoup de poids à la balise titre parce que pour lui, c'est quelque chose qui est pertinent et qui va représenter au mieux ce qui est proposé par votre page. Donc, il faut intégrer les mots-clés de votre produit, de votre catégorie, de votre article, etc., dans cette balise titre. Et les mots-clés les plus importants, on essaie de les mettre devant. Les mots-clés devant ont plus de poids que les mots-clés derrière. Et plus la balise titre sera longue, et moins les mots-clés auront du poids. Donc, on essaie vraiment d'avoir la longueur la plus cohérente possible. On n'essaie pas de la faire trop longue pour arriver aux 70 caractères, comme souvent on va vous le recommander. Si la balise titre est pertinente à 35 caractères, on s'arrête à 35 caractères, on n'essaie pas forcément de la faire beaucoup plus longue. La métadescription, elle, qui est aussi visible donc, dans les SERP de Google, dans les résultats de Google, la métadescription, c'est 160 caractères, mais c'est plus orienté marketing. On évite d'avoir forcément des mots-clés dedans. On essaie plus de donner envie de cliquer à l'internaute. Donc, par exemple, moi, j'ai ma sœur qui est confiseur. Et ma sœur, c'est métadescription, elle va intégrer produits artisanaux, fabrication française, fait à la main, sans conservateur, sans gluten. Elle va intégrer tout ce qui est valorisant pour son produit, pour inciter l'internaute qui est sur le moteur de recherche Google à venir sur son site. Donc, n'hésitez pas à travailler vos métadescriptions, mais orienté marketing pour donner envie de venir cliquer sur votre site. Les titres achats, on en a parlé plusieurs fois. Donc, elles sont assez proches et complémentaires, donc ces balises, donc des balises titres. Donc, on va retrouver principalement le nom des catégories, le nom des produits, etc. Mais quand vous avez la main dessus pour les optimiser, essayez d'avoir quelque chose qui soit un petit peu plus complémentaire et longue traîne que la balise titre. À savoir que les balises titres, les métadescriptions et les H1, elles doivent absolument être uniques. Moi, je vous recommande d'avoir au moins 50% du contenu de ces éléments-là différents des autres pages. En fait, vous ne devez pas avoir plus de 50% qui se répètent entre les différentes pages. Vous devez décrire au mieux la réalité et avoir des balises qui soient uniques. Les balises alt, ce sont dans les attributs alt, ce sont les attributs qui sont présents sur les images. Et là, on essaie de décrire au mieux, pareil, ce que représente une image, parce que Google tient énormément compte en fait, de ce que l'on va intégrer. Voilà. Est-ce que nous pourrons avoir un exemple sur le balisage des pages? Alors, le balisage, un exemple concret. Si je prends, je regarde ce que je peux
vous donner… Hop, j'ouvre une page à côté. J'aimerais vous donner un exemple. Tout à l'heure, j'ai parlé de… ça met un peu de temps à s'ouvrir. J'ai un problème avec mon navigateur. Hop, je vais le refermer ça. Clairement, pour une balise titre, vous devez absolument mettre les mots-clés principaux dedans. Donc, si par exemple, je dois par exemple, si je prends l'exemple de la confiserie, si je prends par exemple le mot-clé berlingot, qui est un bonbon, je mettrai par exemple berlingot artisanaux, par exemple, qui est assez court, mais qui est suffisant pour décrire la balise titre. On n'a pas besoin d'intégrer d'autres mots-clés dedans, comme bonbon, comme etc. Donc, je mettrai berlingot artisanaux, qui est vraiment berlingot, le mot-clé le plus fort, artisanaux, pour montrer que le produit est quand même un produit qualitatif. Et après, dans la métadescription, je marquerai justement, venez découvrir notre merveilleuse gamme de berlingot aux différentes saveurs, en mettant fraise, citron, etc., toutes les différentes saveurs. Et on va intégrer après derrière, ces berlingots sont fabriqués de façon artisanale, sans conservateur, sans colorant. On va vraiment essayer de valoriser cela. Avez-vous un site à nous indiquer? Après, vous montrer un site, c'est un peu délicat parce que j'ai des clients qui l'ont super bien travaillé, donc je ne voudrais pas montrer ce que l'on fait, mais pour que ce soit repris. Mais clairement, voilà, vous devez, voilà, la balise titre, c'est vraiment des mots-clés. Et pour la partie métadescription, vous devez intégrer seulement quelque chose qui va représenter la réalité et valoriser votre produit. C'est vraiment du web marketing. Alors attendez, j'ai un petit souci parce que j'ai voulu ouvrir Firefox, mais Firefox a un problème et il faut que je puisse le fermer parce qu'il me pose souci. Hop, gestion de tâches. Voilà, j'ai Firefox qui m'a figé. Je ferme Firefox. Voilà. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Il n'y a pas eu de problème quand j'ai fermé Firefox? Ouais, c'est bon, vous voyez toujours mon écran. Alors, je peux quand même vous montrer un exemple. Il y a un site que j'ai fait. Attendez, j'essaie de vous mettre un exemple dans le chat. Donc, qui est un bon exemple en termes d'optimisation par rapport à tout ce que l'on a vu tout à l'heure. Ça, je peux vous permettre de le montrer. Là, on est sur une boutique, PrestaShop. On est sur la page catégorie. Alors, pour ceux tout à l'heure qui me demandaient comment intégrer Mimo sur une page catégorie, on voit qu'on a dans le nom de la catégorie, donc c'est boucherie. On a un texte qui est présent au-dessus de la catégorie. Alors ça, je peux vous le mettre ici. Est-ce que vous voyez mon navigateur là? Oui, voilà. Donc là, vous voyez, on a donc la catégorie, différentes catégories sous catégories. On a la catégorie boucherie. On a 200 à 300 mots qui sont présents ici. Donc, ce n'est pas forcément trop intrusif parce qu'on a un bouton en savoir plus, mais Google est capable de lire tout le texte qui est présent. On a 66 produits avec à chaque fois le résumé du produit. Et on a dessous, hop, on a ici, voilà, de quelles origines sont nos viandes, le bœuf de l'Aubrac, le porc, tous les mots-clés associés à la boucherie sont présents ici. Donc là, entre ici, ce texte-là et le texte qui est en haut, nous avons 1000 mots. On a 1000 mots. Et cette page-là, si vous regardez dans Google, vous tapez boucherie en ligne, achat de viande en ligne, etc., cette page-là sort quasiment dans les premiers résultats parce qu'on a correctement optimisé. On est sur le thème PrestaShop SEO Presta.
on a suffisamment intégré de contenu. Donc là, on a une trentaine de produits par page. 30 produits par page, c'est le bon compromis. Ce n'est pas trop. C'est le bon compromis parce que si on en a trop, on a un problème de performance après pour afficher tous les produits sur la page. Et si on en a moins, on va avoir un souci de pagination. Donc là, on doit en avoir entre 30 à 40 de mémoire des produits. Donc voilà, donc là, on peut. Voilà, voici un exemple concret. Et après, je peux vous montrer aussi sur la live démo, la live. Si je vais, non, je fais une SEO mag. Hop, je vais juste vous montrer la démonstration également sur. Donc ça, là, on était sur un PrestaShop. Et là, on va passer sur un WordPress. C'est la démo 4. Même chose. Ici, on est sur un WordPress. Catégorie produit. Catégorie produit, même chose. Voilà. Là, on est sur un WordPress. Même chose. On a un texte qui est présent ici avec un contenu qui est présent en haut. La catégorie dans WordPress, ou normalement qui est associée au H1, mais nous, on est venu intégrer vêtements pour hommes, qui est beaucoup plus pertinent. Le H1 et vêtements pour hommes, plus pertinent. Les résumés des produits et le texte SEO qui est présent dessous. Voilà. Là, on a encore une parfaite typologie de pages catégories pour un site e-commerce. Et ce que je vous montrais tout à l'heure, c'était l'extension web développeur. On est ici, je viens dans Information, web développeur, information, view document outline. Et là, je vois, ben voilà, le H1 pour Google, vêtements pour hommes. On a les catégories, les sous-catégories dessous, les produits qui sont présents là. Donc là, voilà, on propose une super page catégorie pour Google. On a un H1 qui est explicite, qui est bien plus pertinent que ce que va proposer les autres thèmes WordPress. On a un H1 qui est parlant ici. Voilà. Donc ça, voilà, c'est une petite parenthèse pour vous montrer cela. Et après, voilà, pour l'optimisation des métadonnées, comme je vous l'ai dit, voilà, la balise titre la plus courte possible pour représenter au mieux ce qui est présent avec les mots-clés principaux. La métadescription très orientée marketing. Le H1 un petit peu plus large que la balise titre pour décrire un petit peu mieux ce que l'on propose. Et après, on va également mettre des balises alt sur toutes les images pour que Google soit capable d'identifier ce qui est représenté sur l'image. Donc, il va utiliser le nom de l'image, mon image.jpg, et la balise alt. Ces deux éléments doivent être correctement optimisés. La duplication de contenu, donc ça, c'est un réel fléau. On a deux typologies de duplication, la duplication interne et la duplication externe. Donc, externe, ce sont souvent les plagiats, des personnes qui vont plagier vos contenus et les réutiliser. Attention également aux places de marché. Si vous vendez sur une place de marché, ne mettez pas le texte que vous avez sur votre site. Vous allez dupliquer votre site, la page de votre site, et la place de marché Amazon, eBay ou Cdiscount auront plus de poids que vous en termes de référencement. Donc, du coup, vous allez disparaître. Vous devez absolument avoir un texte unique sur votre site et proposer un texte différent pour les différentes places de marché. Pour la duplication interne, ce sont souvent des pages qui sont trop proches, deux pages catégories trop proches. Ça peut être des produits également trop proches. On a des produits qui se ressemblent trop. On essaie d'avoir des descriptions produits différentes. Si vous vendez, par exemple, vous avez une boutique, vous vendez 5 produits, c'est le même produit sous différentes déclinaisons, couleurs par exemple. Si vous avez 5 produits, vous demandez à 5 rédacteurs différents de vous faire vos 5 fiches produits. Vous ne mettez pas le même contenu avec seulement le nom de la déclinaison qui va changer. Et si vous avez beaucoup de produits, les produits, vous essayez de les fusionner entre eux et de jouer sur les déclinaisons. On va fusionner les produits et on va avoir un sélecteur de déclinaison pour les différentes couleurs. Les balises, tout à fait, Florence, les balises canoniques, on peut également utiliser les balises canoniques. Mais si on est sur une boutique où il y a seulement 5 produits, si 4 produits redirigent vers un produit, on a seulement un produit qui est éligible à l'indexation pour Google, ce n'est pas forcément une bonne pratique. Donc, on essaie d'avoir un catalogue le plus large possible sans avoir de la duplication. Voilà.
Oui, alors oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est quelque chose que je vois souvent, alors plus sur WordPress que sous PrestaShop, mais testez les URL de votre site. Là, je vous ai mis les 4 exemples, HTTP, HTTPS, 3W, sans 3W. Vous devez sélectionner une des 4 combinaisons. Donc, je préfère le HTTPS avec le 3W. Et vous devez tester que les autres possibilités redirigent bien vers vers l'adresse principale, parce que vous pouvez avoir votre site qui est dupliqué, je le vois souvent, le site accessible avec les 3W, sans les 3W, ou sans HTTPS, et avec HTTPS. Donc, regardez-le bien, et ça, vous pouvez le corriger via le htaccess. Au niveau du multilangue, donc vous pouvez activer donc différentes langues pour votre site, mais à condition de tout traduire. De tout traduire. Et attention, tout traduire, c'est les catégories, les produits, les articles, les pages d'information. Je vois trop souvent des personnes qui veulent activer une langue et disent bon, mais moi aussi je l'active dans une seconde langue. Ils activent l'anglais. Dans WordPress ou PrestaShop, automatiquement, on va voir que les différents éléments natifs à la solution au thème vont se traduire automatiquement. Mais par contre, tous les contenus principaux, on l'a vu tout à l'heure, les éléments qui sont présents sur. Qu'est-ce qu'il y a 2 secondes, 2 secondes, excusez-moi. Oh, excusez-moi, je suis désolé, j'ai ma femme qui est venue me voir en pleurs et j'ai mon chat qui est en train, je pense qu'il est en fin de vie là, et voilà, elle doit l'amener en urgence au vétérinaire. Désolé. Du coup, je reprends où j'en étais, le multilangue. Donc, totale traduction des contenus. On l'a vu tout à l'heure sur le graphique, d'avoir une branche qui soit indépendante pour chaque langue. On évite de mailler toutes les branches entre elles. On essaie d'avoir les différentes langues vraiment distinctes et pas forcément mailler toutes les pages entre elles pour les différentes langues. Cloisonner ces univers, on l'a vu précédemment. Lorsque l'on a différentes typologies de contenu, au niveau des catégories, on va essayer d'organiser les catégories et de cloisonner cela. C'est ce qu'on appelle les univers sémantiques. Et ces univers sémantiques, on fait en sorte qu'il n'y ait pas de lien entre les différents univers. On voit qu'on a le niveau 1, le niveau 2. Si je veux passer du niveau 1 au niveau 2, il n'y a aucun problème, j'aurai les liens dans le même univers. Mais si je veux passer du niveau 1 à l'autre branche, qui sera donc le silo 2, je ne peux que passer de niveau 1 à niveau 1. Je ne peux pas passer de niveau 2 silo 1 au niveau 2 du silo 2. L'obfuscation de liens, on en a parlé tout à l'heure, c'est ce qui permet du coup d'associer l'UX et le SEO.
Il faut savoir que tous les grands sites utilisent, Cdiscount, Darty, la Fnac, etc. Tous ces sites-là utilisent l'obfuscation de liens pour justement cloisonner les différents univers, c'est-à-dire on laisse les liens présents aux internautes pour qu'ils puissent voir les différents univers sur un site. Mais à Google, au robot de Google, on va cloisonner cela pour faire en sorte que les différents univers ne soient pas reliés entre eux. En fait. Il faut vraiment arriver à segmenter, à isoler les différents univers. Donc l'obfuscation de liens, en fait, on vient encoder les liens. Les liens sont encodés en base 64 et c'est au clic de l'internaute que le lien va se décoder et que l'URL va s'exécuter. Donc Google n'est pas capable de l'exécuter, ne peut pas le voir. Donc ça, le thème SEO Presta intègre de l'obfuscation de liens. Le thème SEO Mag également pour WooCommerce peut intégrer de l'obfuscation de liens via un plugin dédié. L'obfuscation de liens, aujourd'hui, ça permet vraiment d'optimiser le maillage de son site et le budget de crawl. Clairement, Google, on va lui faire gagner un précieux temps parce qu'on va directement lui proposer les univers correctement maillés. Dernière chose, les pages zombies, les pages dormantes, ce sont des pages qui ont des faibles performances en termes de SEO. Ces pages-là, elles vont dégrader l'ensemble du site. Il faut savoir que toute page de mauvaise qualité va pénaliser votre site. Donc, vous devez absolument optimiser toutes les pages de votre site et les pages de mauvaise qualité vont automatiquement pénaliser, tirer vers le bas le site. Donc, c'est pour ça qu'on essaie d'avoir des pages catégories suffisamment enrichies. On essaie d'avoir vraiment suffisamment de contenu sur toutes les pages et que tout soit suffisamment bien optimisé pour que ce soit pertinent. Il y a un outil qui est très bien, je vous mets dans le chat, c'est MyRankingMetrics. MyRankingMetrics, c'est un outil qui permet de visualiser les fameuses pages zombies. Ils appellent ça page zombie, mais de voir quelles sont les pages qui ont peu de valeur ajoutée et qui vont automatiquement pénaliser le site. Voilà. Voilà pour les pages dormantes. Et on a fini. Donc, désolé, j'ai dû m'absenter quelques secondes. Et là, voilà, il faut que je retourne voir ma femme. Dites-moi si vous avez des questions. Je peux répondre à quelques questions. Et après, de toute façon, rebonjour tout le monde. De toute façon, il y a eu pas mal de questions qui sont arrivées pendant la présentation. Je pense que énormément de réponses ont été apportées. En tout cas, merci beaucoup Nicolas pour cette intervention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas encore, mais je pense qu'on va être bon. Donc, encore merci Nicolas. Donc, c'est désolé aussi de la part de la Chambre de commerce pour le début un peu chaotique. Nous avons eu des gros problèmes techniques. Heureusement que Nicolas a pu prendre la main sans nous. Donc, la prochaine fois, vous aurez le droit à une vraie présentation, un vrai mot de bienvenue en bonne et due forme. Comme l'a dit Nicolas, le 6 avril, nous nous retrouvons. C'est un format un peu spécifique. C'est la première fois que nous faisons un webinaire en 2 parties, mais le référencement naturel, c'est quelque chose qui est très important, qui est aussi très vaste. Donc aujourd'hui, vous avez vu 2 des 3 grands piliers du référencement. Le 6 avril, n'hésitez pas à vous inscrire pour voir la dernière partie, tout ce qui va être le travail à faire en dehors de votre site internet. Et tout ce que vous avez vu aujourd'hui